à tous. Merci de nous rejoindre sur ce webinaire qui a pour thème la démarche qualité de vie au travail dans la fonction publique. Un webinaire qui vous est proposé par le réseau ANACT-ARAT. L'ANACT, c'est l'Agence nationale de l'amélioration des conditions de travail qui est sous tutelle du ministère du Travail et qui fonctionne en réseau avec 16 ARACT régionales. En ce qui concerne la nôtre, l'association régionale pour l'amélioration des conditions de travail, La Réunion, qui regroupe sous la direction de Madame Corinne Dubois 5 chargés de mission et 2 personnes en administratif. Donc on est très heureux de vous proposer ce webinaire qui rentre complètement dans le cadre de nos missions puisque nous sommes là pour promouvoir l'amélioration des conditions de travail en agissant sur l'organisation du travail et les relations professionnelles, mais aussi de pouvoir permettre la diffusion de méthodes et d'outils pour progresser durablement en matière de qualité de vie au travail. C'est ce que vous propose la semaine de qualité de vie au travail, qui est rythmée par différentes actions et webinaires, qui cette année évidemment est en tout numérique. Une 18e édition qui se place sous la thématique du travailler ensemble, puisqu'au sortir de la crise sanitaire que l'on a pu tous vivre, il a semblé pertinent de pouvoir réfléchir à ces sujets tous ensemble et de pouvoir éventuellement proposer des choses à nos spectateurs et à nos entreprises locales. Ce rendez-vous, encore une fois, est rythmé. Vous pouvez retrouver tout ça sur le site de l'ARACT Réunion. Le travailler ensemble va être aujourd'hui évoqué grâce à nos invités, qu'on est ravis d'accueillir en présentiel et puis en visio également. Ils vont nous parler un petit peu de ce qu'est la démarche QVT à leur sens, 2 représentants des collectivités publiques territoriales de la Réunion. Je vais peut-être commencer par Vincent Leroux qui est présent sur place. Bonjour. Juste petite présentation. Donc, Vincent Leroux, je représente la mairie de la Possession. J'ai une double fonction en tant que conseiller en prévention, donc sur la partie prévention des risques professionnels majoritairement, et puis également une fonction de responsable d'un pôle plus large qui va englober un certain nombre de tenants de la santé, de la communication interne et de ce qu'on pourrait appeler l'action sociale plus largement. Merci d'être là. Et puis Madame Françoise Peterbott qui est en visio. Bonjour. Oui, bonjour à tous. Françoise Peterbott, directrice du Centre de gestion de la Réunion. Et avec mon collègue Claude Dupont, nous allons pouvoir évoquer avec l'ensemble des participants la démarche qualité de vie au travail, au sein du CDG, bien entendu. Alors, le Centre de gestion de la fonction publique, et puis donc Monsieur Claude Dupont, que j'ai un peu perdu, mais qui doit être par là, voilà. Peut-être, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Non, tu ne m'as pas perdu, Elvire, je suis bien là. Donc, Claude Dupont, comme l'a précisé Françoise Peterbott, je travaille au centre de gestion depuis quelque temps déjà sur le sujet de la santé au travail et un petit peu comme l'a précisé Vincent, je me suis un petit peu de la même manière que lui, je me suis intéressé à plusieurs aspects ou plusieurs champs de la santé au travail. Donc, on arrive, et c'est un petit peu le sens aussi du partage aujourd'hui, peut-être à avoir une vision un peu globale sur le sujet. Ça va venir un petit peu alimenter la QVT ou la question de la QVT. Eh bien, merci à tous les 3. Et puis, on sera peut-être rejoint par votre élu, Monsieur Leroux, Madame Lecroix, qui va peut-être nous rejoindre en visio, mais qui, par ses fonctions, a pas mal de choses à faire. Donc, il nous rejoindra peut-être. Voilà, l'élu santé de la mairie de la Possession. Merci à vous 3 de nous apporter votre témoignage, votre éclairage à travers un jeu de questions. Mais j'incite tous les participants à poser leurs questions, soit dans le chat, soit se faire connaître, peut-être en levant la main. Mais le plus simple reste le chat, puisqu'on a Guillaume Icard, notre chef qui est à la manette, pour nous relayer les questions. Donc, n'hésitez pas si vous en avez tout au long de ce webinaire. Et puis, on a parlé de vos collectivités, mais finalement, entre le centre de gestion et la mairie de la Possession, qu'est-ce que sont vos missions et vos activités principales, puisque vous avez des agents, bien sûr, mais qui ne vont pas avoir les mêmes missions. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu qui fait quoi ?
Alors, au niveau d'une mairie, bien évidemment, on a tout ce qui va être ce qu'on appelle les missions régaliennes, les états civils, la gestion du cimetière et un certain nombre d'autres missions de ce type-là, qui sont du régalien. Et puis après, on a surtout la mission d'aménagement du territoire. Donc, ça va être aussi bien sur l'urbain que le vivre ensemble. Donc, voilà, du coup, il y a des éléments qui peuvent être partagés entre une vision de vivre ensemble au travail et puis après de le développer également sur un territoire. D'accord, et donc combien d'agents? Parce que là, on voit bien la palette de métiers entre l'état civil, cimetière. On est à peu près, alors c'est des effectifs fluctuants systématiquement, mais on a un petit millier d'agents. Quand même. Voilà. Donc un petit millier d'agents, ce qui nous fait quand même une 60aine de directions sur des corps de métiers qui sont tous aussi différents les uns que les autres. On va aller des espaces verts, effectivement, à l'état civil, en passant par un service habitat. On a donc des problématiques et des cœurs de fonction qui sont vraiment différents. Donc des missions qui sont tournées vers l'usager, vers le citoyen. C'est ça, c'est le service public. Alors on l'évoquera, mais c'est une des difficultés aussi, c'est cette approche systématiquement vers l'extérieur. Et on a un peu tendance à s'oublier soi-même et oublier que les forces vives, c'est ce qui nous permet quand même d'atteindre les objectifs vis-à-vis des administrés. Voilà, il faut soigner l'outil de travail. Il faut soigner l'outil de travail. Et votre outil de travail à vous, alors, il exerce quelle mission au centre de gestion? Alors, le centre de gestion, contrairement à une commune, c'est un établissement public. Un établissement public dont la vocation a pour objectif d'accompagner les collectivités territoriales de la Réunion dans la gestion de leurs ressources humaines. Et pour cela, on intervient dans des champs d'action relativement larges qui vont de l'emploi territorial au sens large jusqu'aux questions de santé au travail. Et nos agents, nous sommes à peu près 85, entre 80 et 90 pour rester large, avec une palette de métiers qui va de l'agent de logistique au manager, avec les différents niveaux de métiers managériaux, bien entendu. Et ce sont essentiellement des agents gestionnaires RH, pour la plupart, avec un niveau d'expertise attendu important, puisque comme nous sommes collectivités accompagnantes des autres collectivités et établissements publics, il nous faut toujours avoir un coup d'avance, j'ai envie de dire, pour anticiper les besoins de nos adhérents, puisque nos adhérents, alors contrairement peut-être à la pratique métropolitaine où vraiment ce sont les collectivités de moins de 350 agents qui adhèrent au CDG, à La Réunion, la tendance est différente puisque nous avons 22 communes sur 24 et l'ensemble des établissements publics. Donc, le critère finalement des effectifs joue peu à La Réunion, ce qui donne un niveau d'attente aussi encore plus important, j'ai envie de dire. Donc, c'est vrai que nos agents reposent sur leurs épaules toute notre capacité d'anticipation, toute notre capacité d'expertise, toute notre capacité d'analyse. Et arrivé depuis le 6 janvier 2020 au centre de gestion, j'ai entrepris de lancer avec le comité de direction, donc c'est à peu près 16 personnes chez nous, un comité de direction élargi que j'ai voulu avec toutes les strates managériales pour avoir des regards diversifiés sur les problématiques et les enjeux que nous aurions à traiter. Nous avons voulu faire de nos agents les clients de l'employeur centre de gestion. C'est-à-dire que quand il s'est agi de réfléchir sur le panel des clients du CDG, on a placé nos agents comme clients et nous entendons porter une attention particulière, j'allais dire, à leur qualité de vie et à leurs conditions de travail pour justement pouvoir attendre d'eux aussi tous les niveaux d'expertise, d'anticipation que je vous ai cités tout à l'heure.
on a une conscience accrue sur le fait que on n'attire pas forcément les mouches avec du vinaigre, j'ai envie de dire. Et on a vraiment envie de porter une attention particulière à ces agents qui ont tous exprimé leur fierté de travailler pour le centre de gestion, qui ont tous exprimé lors des entretiens que j'ai pu avoir avec eux une conscience accrue du service public qu'ils avaient à rendre. Et donc, pour cela, porter, nous, en tant qu'employeurs, notre attention sur leurs conditions de travail nous a paru essentiel pour faire en sorte aussi que cette motivation et l'engagement au travail ne s'effritent pas, tout en sachant que le CDG avait connu dans les périodes passées on va dire un contexte qui était aussi favorable à la démotivation. La perte de sens, l'image dégradée pouvait aussi, au fur et à mesure, aurait pu en tous les cas grignoter la motivation et la fierté qu'ils ont exprimée en janvier 2020. Donc, pour y porter attention, on a considéré que nos agents étaient nos propres clients. Donc, c'est effectivement un point de vue de placer cette démarche de qualité de vie au travail sur une double visée, j'allais dire, et pour vous, pour le centre de gestion, de se dire finalement, quels sont les premiers visés, c'est bien nos agents qui vont du coup devenir le client du CDG. C'est un beau challenge, j'allais dire. Et justement, par rapport à ce challenge, parce que je sais que vous n'en êtes pas tout à fait au même stade de la démarche, et aussi parce qu'aujourd'hui, lancement de cette semaine qualité de vie au travail, l'intitulé de la journée était de la QVT de la réflexion à l'action, parce qu'on sait qu'il y a besoin d'une phase de réflexion, qu'il y a besoin de mûrir des projets. Finalement, où est-ce que vous en êtes de la démarche, réflexion ou action pour vous? Mérite de possession, Vincent? Les deux, je dirais, c'est-à-dire qu'il y a eu une première phase de réflexion, beaucoup d'échanges, des séminaires, il y a besoin d'échanger autant avec les élus qu'avec les représentants du personnel sur la vision d'une démarche QVT. Historiquement, on a mis beaucoup de choses derrière la QVT et c'est assez récent, donc il faut un petit peu mettre tout le monde à niveau sur les attendus. Donc après ça, on a eu déjà des premières actions concrètes d'organisation du travail, et puis des expérimentations qui sont toujours en cours d'ailleurs. Il y a eu la validation du télétravail en 2018. On a instauré aussi les temps de pratique sportive, c'est-à-dire essayer de faire en sorte que les gens qui ne prenaient pas le temps à l'extérieur, on puisse leur offrir une petite ouverture pour pratiquer une activité et s'occuper de leur santé en interne. Voilà. Après, 2020 aura été quand même une année très compliquée pour développer un certain nombre de choses. Ça aurait pu être une opportunité pour le télétravail, mais on sait aussi qu'il y a eu son pendant, c'est-à-dire que ça a amené du confort pour certains, mais beaucoup de problématiques pour d'autres. Donc ça mérite d'être mis à plat un petit retour d'expérience pour ajuster tout ça. Et puis, on va dire réflexion, puisque là, il faut relancer un petit peu la machine suite à cette période un peu délicate. Et du coup, reposer un petit peu les attendus pour qu'on ait une vision partagée de manière à pouvoir déployer des actions plus significatives sur la notion d'organisation du travail. D'accord, donc une phase de réflexion avant de passer à l'action, mais on se rend compte que tout au long de la démarche, il y a toujours besoin d'un petit peu de se remettre en réflexion, que ce soit sur les expérimentations qui sont menées et en même temps sur les objectifs de la démarche par rapport à des contextes peut-être, pour des contextes particuliers, puisque vous, les collectivités, vous avez aussi l'autorité qui peut être amenée à évoluer par les élections. Oui, c'est... par rapport à ça, effectivement, on a, comment dire ça,
il est nécessaire d'ancrer les choses dans l'organisation du travail pour qu'elles se deviennent un mode de fonctionnement naturel qui peut évoluer, mais qui ne doit pas être remis en question. Puisque, encore une fois, les agents, eux, seront là, quelle que soit l'organisation du travail. Maintenant, sur le premier élément d'expérimentation et de réajustement, c'est des conceptions, c'est-à-dire qu'on a des modes projet, on détermine avec des rétro-plannings tout à l'avance. Ça a du sens, c'est rassurant, mais la réalité nécessite quand même qu'on tente des choses, surtout sur des sujets comme cela. Donc, choisir des périmètres judicieux d'expérimentation pour voilà, avoir un retour, un recul, aussi des gens qui peuvent se rendre compte de l'intérêt de la démarche et être comment dire, force de proposition, ou en tout cas partie prenante dans les projets futurs. D'accord. Donc, par là, j'ai entendu 2018, on a commencé à ce que la démarche soit bien en place. Et tout à l'heure, j'ai entendu Madame Peter-Both parler de janvier 2020 pour des échanges avec les agents. Donc, j'imagine que vous en êtes, je sais que vous en êtes tout au début, puisqu'on vous accompagne sur le projet, enfin sur la mise en place du projet. Vous diriez que vous en êtes où aujourd'hui? Vous en êtes encore à la réflexion? Vous en êtes… Alors, moi, je dirais un peu comme à la possession, finalement, c'est une démarche qui est à la fois réflexive et à la fois active. C'est-à-dire que, comment dire, la matérialisation de la démarche, effectivement, avec l'accompagnant, avec le partenaire que vous êtes à nos côtés, n'est pas encore lancée. Donc, il nous a fallu toute l'année 2020 pour déjà mûrir ce qu'on a appelé notre projet d'établissement, c'est-à-dire donner du sens à notre travail, fixer notre cap. Et ça, cette démarche-là, dès le mois de juillet 2020, nous avons planifié avec les agents ces différentes étapes, c'est-à-dire qu'on a été au-devant d'eux le 8 juillet 2020, on a réuni l'ensemble, alors je vais systématiquement dire « on » parce que c'est avec le CODIR qu'on a mené cette démarche et qu'on continue à la conduire. Le 8 juillet 2020, on a réuni l'ensemble des agents du centre de gestion pour déterminer avec eux les axes prioritaires de notre travail finalement et de nos actions au centre de gestion. Donc, on a défini 7 axes prioritaires et parmi ces 7 axes, il y avait la démarche, il y avait la thématique qualité de vie au travail. Mais tout au long de l'année 2020, si particulière a-t-elle pu être, on a porté une attention particulière à faire en sorte que les messages qu'avaient lancés, les agents au cours des entretiens que nous avons eus ensemble, à chaque fois en bilatéral, puissent être comblés ou en tous les cas leur montrer qu'on en tenait compte. Le besoin de communication, le besoin de partager ce qui se passe dans l'établissement, le besoin de comprendre où on va, le besoin de connaître aussi le service d'à côté, de partager avec lui, de travailler avec lui. Toute l'année 2020 a montré des concrétisations et de cet effort de communication et de cet effort de transversalité. Par exemple, pendant le confinement, on a organisé des temps de rencontres entre services, mais aussi à l'intérieur du service. On n'a jamais coupé le lien. Il y a eu l'instauration de ce séminaire qu'on essaye de perpétuer. Il y a eu des temps particuliers de rencontres avec eux pour leur rendre compte de l'avancée de nos travaux après le séminaire. Voilà, il y a eu à chaque fois des temps et de partage ou de retour d'expérience. On leur a demandé, par exemple, de nous dire comment ils ont vécu le télétravail pour pouvoir construire aussi notre délibération cadre sur cette thématique. C'était un sujet qui n'avait jamais été abordé, me semble-t-il, dans l'établissement. Enfin bref, donc
au courant de l'année 2020, on a quand même porté des actions d'amélioration des conditions de travail. Pour autant, pourquoi on identifie une démarche qualité de vie au travail? Parce qu'il nous semble important pour les agents et pour l'ensemble du CDG de partager ce qui fait qualité de vie au travail. Parce que moi, je vais y mettre un certain nombre d'éléments, mon collègue à côté va y mettre d'autres éléments, etc. Et l'idée, c'est de collectivement de prioriser et d'agir sur ce qui fait qualité de vie au travail pour le plus grand nombre au sein de notre établissement. Et c'est vrai que lancer cette démarche à part entière, et on en est au début, et vous nous accompagnez sur cet axe-là et on vous en remercie par ailleurs. C'est par le biais d'un séminaire, donc celui qu'on essaye de perpétuer, qu'on va effectivement lancer la démarche qualité de vie au travail, en commençant par déterminer ce qui fait qualité de vie au travail pour les différents agents de cet établissement. Très bien, merci. C'est très complet. On va essayer de redécortiquer un petit peu parce que vous avez parlé d'acteurs, vous avez parlé, là vous avez parlé de démarche et la fluctuation entre la réflexion, l'action. Et même si on est déjà, on n'est pas complètement lancé dans la démarche, on sait déjà qu'il y a des choses qu'on peut faire. Vous avez parlé de communication, d'échange, ce qui est en fait une des modalités principales de démarche de qualité de vie au travail, c'est de favoriser les échanges, sur le travail, sur ce qui fait sens dans le travail, mon travail mais celui des autres. Donc on va peut-être reprendre un petit peu tout ça encore une fois. Comment vous décririez les étapes d'une démarche de qualité de vie au travail? Donc là, j'ai un peu lancé la perche avec la réflexion, mais finalement, qu'en est-il de la structuration? Parce qu'on a entendu parler de CODIR, ou on a parlé un petit peu des élus, puisqu'on attend peut-être Madame Lecoy. Comment vous voyez les choses au niveau des étapes? Quelles seraient pour vous les grandes étapes qui symbolisent une démarche de qualité de vie au travail? On fait comme d'habitude, on laisse parler la possession? J'allais vous proposer de faire un concert, ou de laisser voir Claude ou vous-même, je ne sais pas. Ou peut-être que j'éclaircis, parce qu'il y a beaucoup d'acteurs dans une entreprise ou dans une collectivité territoriale. Comment on fait pour mener une réflexion? Comment on fait pour acter des choix? Voilà, comment on fait tout ça? Même si, encore une fois, il y a l'autorité, quels sont les acteurs, quels sont les… Alors, du côté du centre de gestion, j'ai envie de dire, c'est peut-être un petit peu différent d'une commune, parce que même si nous sommes sous l'autorité d'une autorité territoriale qui est la présidente, là en l'occurrence, d'un conseil d'administration, la présence politique au quotidien n'est pas celle qu'on peut connaître par exemple en commune. Pour autant, de la même façon, on ne s'engage pas dans des projets sans avoir un portage de l'autorité territoriale. Pour le coup, la question de la légitimité, elle nous vient moins aujourd'hui au sein du centre de gestion de la légitimité politique que d'une légitimité, j'ai envie de dire, partagée et co-construite. C'est-à-dire que le rôle de l'administration est fort au sein du centre de gestion, et c'est vrai que c'est un rôle que personnellement je n'ai pas souhaité porter seule, non pas par incompétence ou peur ou lâcheté ou quoi qu'on puisse en penser. C'est davantage parce que je suis convaincue qu'une décision partagée est une décision portée, que j'ai constitué ce comité de direction autour de moi et avec qui on a travaillé notre projet d'établissement. La démarche qualité de vie au travail, je vous l'ai dit tout à l'heure, finalement, elle a été actée comme étant prioritaire, à la fois par le CODIR, mais à la fois aussi par l'ensemble des agents lors de ce séminaire. Après, au cours de l'année 2020, on a expérimenté avec l'ensemble, que comme tout projet, finalement, la démarche QVT comme
une autre démarche devait être portée par un certain nombre d'acteurs, parmi lesquels le chef de projet, c'est-à-dire le coordonnateur un peu et l'acteur du bon déroulement finalement du projet, parmi lesquels donc on avait Claude. Nos premiers chefs de projet ont travaillé sur le télétravail, Claude, sur les lignes directrices de gestion, notre collègue directrice juridique, sur aussi notre identité visuelle avec notre collègue directeur du pôle technique. Tout ça pour montrer que finalement, on avait bien évidemment nos activités quotidiennes, on a nos activités quotidiennes, mais en parallèle de ces activités, tout à chacun peut porter des préoccupations globales pour l'ensemble du CDG. Et avec une équipe qu'ils ont constituée toujours sur la base du volontariat, Claude, Élodie ou Gwenaël ont mené à bien leur projet dans des délais qu'ils avaient préétablis, qu'ils ont respectés. Et voilà. Donc, par un certain nombre de projets phares, finalement, qu'on a conduits sous l'angle de l'obligation, c'est-à-dire qu'il fallait faire les LDG pour le 31 décembre 2021, il fallait faire le télétravail pour pouvoir pallier le télétravail forcé de la crise sanitaire, etc. On a montré que la démarche collaborative était une démarche impliquante et qu'elle pouvait non seulement concerner le CODIR, mais aussi concerner l'ensemble des agents qui avaient envie de s'investir dans cette problématique. Et l'investissement n'est pas dicté, par exemple, par le domaine dans lequel on travaille. Bien évidemment, quand on va parler de LDG, les agents de la DRH vont se sentir impliqués naturellement. Pour autant, d'autres agents vont s'impliquer par choix, par goût, par intérêt, que sais-je. Donc, ces différentes expériences nous ont permis d'illustrer qu'il était possible de s'impliquer dans des thématiques globales qui ne concernent pas forcément notre cœur de métier. Encore que avoir un effet sur le cœur de métier, pardon. Comment? Qui auront un effet sur le cœur, enfin sur le métier en lui-même, automatiquement. Qui auront un effet sur le métier lui-même, puisque finalement, ça va concerner l'ensemble et ce sont des axes ou des actions transversales. Donc, avec ces trois chefs de projet, on a constitué encore un petit groupe de réflexion en se disant, finalement, c'est quoi le métier, enfin, c'est quoi la fonction de chef de projet? Est-ce qu'on peut aider les prochains en déterminant la fiche de fonction du chef de projet, le règlement, ça fait très prescrit quand on dit ça comme ça, mais un petit peu la charte finalement. Claude, tu pourrais nous en dire peut-être 2 mots puisque c'est toi qui as travaillé là-dessus. Alors, concernant la charte pour accompagner quelque part un futur ou un nouveau chef de projet à prendre cette fonction-là, c'était une manière pour lui d'inscrire dans le marbre, mais ce n'est pas un prescrit. Tu as raison, François, c'est vraiment une ambition, c'était que le chef de projet puisse quelque part définir un mode de fonctionnement avec le groupe qu'il animait et que même si toute partie prenante pouvait largement s'exprimer, participer, il y avait quand même aussi une temporalité à respecter, il y avait des objectifs à atteindre. C'était une manière de fixer comme un cadre sans être trop encadrant. Donc, on l'avait envisagé comme ça, de se positionner en tant que chef de projet et aussi de laisser la place d'expression dans un contexte un petit peu périmétré pour que les collègues puissent participer au portage de la thématique. Ça, c'était pour la charte, mais juste pour éventuellement compléter ce que disait très justement Françoise sur où nous en étions et aussi pour faire la jonction avec la question d'Elvire, comment nous, on a envisagé chez nous le projet dans son entièreté. C'est un projet qui, logiquement, devrait se faire en 4 temps.
Et le premier temps, on est en plein dedans, à savoir que c'est un petit peu le temps cadrage, où on a pris le temps d'échanger entre nous. Bien évidemment, comme le disait Françoise, les collègues ont exprimé au mois de juillet de l'année dernière la volonté, le souhait que la démarche qualité du travail soit portée en interne et en plus là en leur direction. Aujourd'hui, on est dans une phase, pour moi, de ce que j'appelle le pré-lancement, puisque, comme l'a dit aussi Françoise, il y a un séminaire qui devrait voir le jour. Et puis, avec l'accompagnement des collègues de la RACT, on a posé un cadre qui doit être maintenant projeté à partir du séminaire. Et cette projection, elle va se traduire aussi par une entrée sur un cadre beaucoup plus opérationnel, puisque vont s'en suivre des diagnostics, des entretiens individuels, collectifs ou autres, en tout cas la mise en place d'outils. Et donc là, on va glisser dans le deuxième temps du projet, qui est ce qu'on appelle la partie diagnostic. Et on arrivera un petit peu comme la possession, forcément, sur un troisième temps qui est l'expérimentation, qui laissera place, quand bien même on est déjà dans une phase d'expérimentation sur certaines thématiques, LDG, télétravail et autres, mais il n'empêche, pris sous le prisme de la démarche QVT, j'imagine que l'évaluation embarquée, telle qu'on peut l'entendre dans la démarche de la RACT, nous permettra de stabiliser les choses, d'enrichir notre prescrit, de co-construire avec les fameux prescripteurs et d'arriver quelque part dans un quatrième temps, qui est le temps de la pérennisation. Une fois que cette expérimentation aura transpiré, sera partie intégrante, pleinement intégrante de l'organisation de travail du centre de gestion, elle sera pérenne et on pourra ouvrir d'autres expérimentations et ainsi de suite. On est parfaitement dans une démarche virtueuse. Donc voilà, je pense que Françoise, mais surtout Vincent, peut-être veut apporter des compléments, donc je ne vais pas être trop long. Ouais, merci Françoise et Claude. Effectivement, là vous avez bien décrit les 4 temps. Est-ce que ces 4 temps, on les retrouve aussi chez vous dans votre démarche? Parce que pour le coup, est-ce que vous avez été accompagné? Pas du tout, un peu par moment. On sait qu'on peut, par exemple, former des animateurs en démarche QVT, mais est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que par rapport, vous êtes préventeur de métier, est-ce que c'est structuré de la même façon et comment on le redécline chez vous à la mairie de la possession? Alors, initialement, les choses sont souvent portées, on l'avait évoqué un peu en off avant, sont souvent portées quand même par des personnes qui sont convaincues. Donc, à l'origine, si vous voulez, il y a quand même la conviction de l'autorité. Peu importe le type de profil, mais il y avait clairement deux éléments dans son profil qui permettaient d'avoir une discussion où elle avait déjà, on va dire, cette culture intrinsèque qui était son âge. Donc, on a quand même affaire à une femme qui n'a pas 40 ans encore, donc qui, malgré tout, alors ça peut faire sourire, mais c'est vrai que les TIC, le WhatsApp, un certain nombre de modes de communication un petit peu différents, ça faisait partie de son mode de fonctionnement. Mais au-delà de ça, c'est surtout aussi sa culture RSE, c'est-à-dire qu'en tant que, j'allais dire ancienne écolo, mais d'un point de vue partisan, mais en tout cas, elle est toujours dans des convictions écologiques, avec tous les aspects effectivement de la RSE sur à la fois la transparence, la gouvernance, mais aussi l'aspect social. Donc voilà, à ma prise de fonction, où effectivement, initialement, c'est un regard porté sur la prévention des risques. On était déjà dans une période où on avait bien perçu qu'on basculait, on intégrait un nouveau risque doucement, qui était quand même les risques psychosociaux, qui faisait s'interroger beaucoup aussi l'ensemble des professionnels, puisqu'on est sur une problématique qui est naturellement moins physique ou technique, qui est quand même très, comment on va dire ça, qui nécessite des compétences psychosociales. Donc voilà, donc la prévention, elle est obligée un petit peu de s'accrocher à ça. Et on a considéré que les services prévention devaient prendre en charge les risques psychosociaux. Alors, c'est un fait, sauf qu'un préventeur dans son coin ne prendra pas en charge les risques psychosociaux. Il va avoir besoin de coopérer, de collaborer
D'ailleurs, pour nous, ça passe par le biais de conventions sur toutes les thématiques santé avec le centre de gestion. Donc là, il faut une collaboration. On parlait de transversalité, mais il y a aussi cette transversalité, mais même externe à nos structures, entre structures de la fonction publique. Donc voilà, donc tout ça a pu s'initier de cette manière. Après, on a aussi des contingences. Effectivement, ça a été rappelé, on a des contraintes, on va dire, réglementaires qui fixent des échéances et parfois, c'est ce qui nous permet de passer une étape supplémentaire. C'est-à-dire que parfois, dans la conviction pure ou dans la perception que la QVT doit être une stratégie, et donc qui dit stratégie dit portée forcément par la direction générale, mais parfois ce sont ce type de contingences. Alors la crise sanitaire, par exemple, sur le télétravail, on était une. On a été confronté dans une situation où on était assez heureux d'avoir anticipé la mise en place du télétravail, ce qui a peut-être évité que ce soit un désastre complet pour l'ensemble des agents. Voilà. Donc il y avait déjà les outils en place, les chartes, tout ce qui était communication, donc ça nous a facilité. Donc voilà, donc après moi je crois beaucoup dans l'expérimentation, dans le petit pas, le droit à l'erreur faisant aussi partie des choses qu'on doit inculquer dans la QVT, et on doit nous-mêmes se l'appliquer. Donc on doit oser des choses. Et puis les remettre sur la table, échanger, etc. Donc voilà, donc les lignes directrices de gestion, juste sur la parenthèse, sont effectivement des contraintes aussi qui démontrent que la stratégie sur la santé et les conditions de travail, la carrière, la formation, les reclassements éventuels, les évolutions, les problématiques ne peuvent pas être vues par le prisme d'un service en particulier. Que ça doit bien être vu de manière stratégique. Donc voilà, petit pas, contingence après contingence, séminaire après séminaire. Donc pareil, on implique les membres nous on est toujours sur un CHSCT, étant donné qu'on attend les élections professionnelles, mais groupe de travail, donc ça passe par les addictions, l'égalité professionnelle, les RPS en général. Donc on essaie de faire travailler les gens un petit peu de manière autonome en les guidant, de manière à ce qu'ils s'approprient la démarche et qu'ils y trouvent une certaine cohérence d'ensemble. C'est le plus difficile, je pense. Peut-être pour être très, très concret pour les personnes qui nous écoutent, parce qu'on parle d'expérimentation, on parle de prendre l'avis des agents, ou en tout cas de savoir concrètement comment ça se passe. C'est des personnes autour d'une table, c'est des questionnaires. Est-ce que vous avez différents outils? Comment vous allez récupérer toutes ces données qui peuvent vous intéresser pour faire ces expérimentations et avancer par petits pas? Alors, on a une expérimentation, l'État offrait des possibilités dans la transformation numérique de faire des expérimentations. Donc là, on est en train de faire une expérimentation sur un périmètre du CCAS, donc un de nos établissements. C'est une centaine d'agents. Un SIRH, on va dire, upgradé d'intelligence artificielle. Donc comme ça, de manière brute, ça a pu faire peur. Donc effectivement, on parle d'intelligence artificielle, donc on parle de remplacement, de grands remplacements. Et donc, il a fallu déjà expliquer en quoi ça pouvait être… L'idée, c'était de dire l'intelligence artificielle doit nous permettre de dégager du temps qui aujourd'hui est pris pour faire des choses qui ont peu de plus-value, de manière à avoir plus de temps pour échanger, pour les relations humaines. Alors bon, après, on n'est pas naïf et on sait que dans certaines structures, ça peut être pris comme étant la possibilité d'upgrader la productivité. Donc, il faut être vigilant, mais ce n'est pas l'idée de l'expérimentation. Donc voilà, donc il y a eu tous les agents ont été formés, on incrémente les données, on utilise l'outil, il y a des sondages réguliers et on fera un bilan en fin d'expérience. Plus globalement, là il y a un gros travail actuellement, là, un cahier des charges qui a été fait
Là, je me rapproche d'autres collectivités parce que l'idée sur les financements, c'est d'avoir des financements mutualisés. Je ne pense pas que la possession soit la seule concernée. Sur une véritable modernisation, sur un outil de com interne, de manière à pouvoir offrir aux agents à la fois des services personnalisés, informations personnalisées. Vous avez des informations générales et puis, par exemple, on peut avoir un directeur d'un service de restauration scolaire qui a envie de s'adresser uniquement à ses agents. Donc, de pouvoir cibler de l'information comme ça, accessible depuis l'extérieur, avec la possibilité d'avoir effectivement des sondages, des retours, des feedbacks sur des choses qui sont menées en interne pour qu'on ait plus d'implication. Parce que bon, nous, sur 1000 agents, on va dire, par exemple, on a 400 personnes maximum, je crois, qui ont accès à un poste informatique. Après, on a des agents de terrain et du coup, c'est ces agents de terrain qui nous posent une difficulté en termes de lien. Et on se rend compte du coup, on a une espèce de scission entre des gens qui sont connectés, on va dire, et qui peuvent avoir de l'information et une bonne partie de nos agents où l'affichage interne, des temps de discussion sont à peine suffisants. Et voilà. Et donc, l'idée, c'est d'avoir un outil de com interne qui puisse permettre d'avoir ce type de feedback de manière plus récurrente, régulière et plus facile aussi pour les agents. Donc, tout ça, c'est en cours, ça, sur l'outil. On avait amélioré un peu l'outil, mais il faut complètement refondre la chose. À ce niveau-là, ça évolue très vite et on ne peut plus bricoler ce genre d'outil maintenant. Il faut se projeter dans les années qui viennent. Il faut se projeter et puis être au courant qu'il peut y avoir des aides qu'on peut mutualiser avec d'autres collectivités. Donc là, on a entendu à travers vos expériences, finalement, la qualité de vie au travail, c'est pas que c'est l'amélioration des conditions de travail, mais pas que d'un point de vue de la santé. Vous avez parlé du travail, vous avez parlé du sens du travail, faire un travail. Là, on est en train de voir une expérimentation sur du numérique pour que finalement des tâches qui sont relativement, peut-être on ne trouve pas d'utilité, ou en tout cas qui ne sont peut-être pas gratifiantes, on puisse peut-être les transformer pour derrière libérer du temps sur autre chose. Donc effectivement, il y a encore des choses à faire passer auprès peut-être des agents en leur disant là vous allez perdre cette tâche-là, mais peut-être que c'est gagné pour faire autre chose qui sera peut-être un peu plus intéressant. Donc c'est ça, améliorer les conditions de travail. Et puis en même temps, on voit bien que c'est pas sur une thématique unique. Il y a tout un tas de. J'invite tout le monde à aller voir la fleur de qualité de vie au travail qui concerne différents aspects, que ce soit le contenu du travail, toutes les questions autour du management et comment on fait du management participatif, que ce soit sur la gestion de son parcours professionnel et de sa carrière, d'autant plus. J'imagine que c'est un enjeu dans les collectivités territoriales, les carrières. Voilà, donc sur tout un tas de sujets, j'invite à aller voir les 6 pétales de la fleur QVT. Et puis, effectivement, tout à l'heure, ça a été un petit peu dit, on ne travaille pas d'un coup comme ça sur les 6 fleurs, donc on priorise. Ce qui est, je l'indique du coup, vous avez parlé séminaire, Claude et Françoise tout à l'heure, ça c'est aussi des moments, c'est un temps fort, c'est finalement, on échange entre tous au qu'on construit, que ce soit sur ce qu'on veut faire, comment on veut faire de la qualité de vie au travail au sein de notre collectivité et comment on va prioriser les actions. Moi j'ai une petite question, parce qu'on a aussi vaguement parlé des acteurs, alors c'est chez nous un incontournable, parce qu'on fonctionne de cette façon, parce qu'on a un conseil d'administration, donc on a un fonctionnement paritaire. On a parlé rapidement des représentants du personnel. Ils sont où les représentants du personnel dans ces démarches? Comment on les intègre? Est-ce que c'est eux qui viennent vers nous? Est-ce que c'est nous qui allons vers eux? Enfin, chez vous, par exemple? Alors, étant déjà par définition un interlocuteur privilégié des représentants du personnel par le biais du CHSCT, entre autres, sur les aspects de prévention, moi, je vais beaucoup vers eux pour leur proposer de travailler collectivement sur des sujets, au moins de prendre la mesure de la problématique, pour faire parfois des actions de communication ou réfléchir à des protocoles en interne, de manière à ce qu'en fait,
dès qu'on va aborder les discussions, comme on a un accord stratégique de part de la direction, c'est préparer un petit peu tout le monde justement à ce qu'il n'y ait pas toutes ces incompréhensions ou ces interprétations sur les sujets de fond. Donc, on essaie de se retrouver sur des temps, on prend en général 2 heures ou des demi-journées, en se donnant un rétro-planning sur 3-4 journées de rencontre, de manière à évoquer la chose, nourrir de matière sur le sujet et de voir après déterminer un petit plan d'action. Encore une fois, c'est la notion de petit pas, c'est-à-dire qu'on on peut parfois être ambitieux et avoir des grands projets, ça peut faire peur. Donc parfois, on a plus de freins sur des projets globaux, alors qu'action après action, finalement, on met des choses en place. Et puis avec un peu de recul, on se disait, vous voyez, on veut faire de la QVT, on a ça, on a ça, on a ça. Ce qui fait qu'on n'a plus qu'à un petit peu ramener toutes les petites rivières vers le grand fleuve de la QVT. D'accord. Voilà. Et du coup, les gens, ils ont le sentiment d'avoir avancé sans forcément faire beaucoup d'efforts. D'accord. Voilà, c'est une façon de négocier la chose. Donc, c'est des petits chantiers posés à droite à gauche, éventuellement avec les représentants, les acteurs, les services, etc. Voilà. Puis à un moment, tout ça va se mélanger pour nourrir encore une fois la… Après, ce n'est pas aussi décousu que ça en a l'air quand je vous le dis. Il y a un projet de service de 70 pages qui a été élaboré en 2017. Donc, voilà. Après, en fonction des temporalités, comme j'évoquais les contingences, il y a des sujets qui prennent le pas sur d'autres. Mais voilà, là, on a un vrai gros chantier qui reste quand même le travailler ensemble. C'est une thématique, mais c'est vrai que sans lancer de pavé dans la mare, je crois qu'il y a beaucoup de nos dirigeants ou de cadres qui n'avaient pas la perception que la qualité du travail et la vie au travail, donc c'est bien le mot travail, et que l'objectif, c'est de s'interroger à nos organisations. C'est pour ça qu'à défaut de RPS, je préférais beaucoup la terminologie RPO, risque psycho-organisationnel, pour démontrer qu'un grand nombre de problématiques individuelles dans les structures étaient liées à l'organisation et pas aux individus. L'organisation du travail, hein. On revient là parce qu'on revient toujours au travail. Oui, l'organisation du travail. Ouais. Il y avait des travaux sur tout ce qui est analyse, on en parlait, la comportementale et cognitive, qui démontraient qu'ils recevaient des agents ou des gens ou des salariés en détresse, qui évoquaient souvent des problématiques managériales, problématiques interpersonnelles. Et les praticiens, en creusant la chose, se sont rendus compte qu'effectivement, c'était bien souvent l'organisation qui générait ces problématiques. Donc ça, après, ce n'est pas le moment d'expliquer ce genre de choses, mais des gens qui ont de la responsabilité mais pas le pouvoir d'agir, des gens qui ont du pouvoir sans responsabilité, des boucles d'informations qui ne sont pas correctes, etc. Donc ça, c'est vraiment intéressant, et donc il faut amener les encadrants à oser remettre sur la table la manière de travailler et ne pas prendre ça comme un défaut de compétence, mais comme une plus-value. Voilà. Donc c'est assez délicat, mais c'est quelque chose qui se construit dans le temps avec de la confiance. Donc à nous de faire preuve de pédagogie, de diplomatie, de présence, etc. sur la thématique, puisqu'on ne bascule pas d'un état de fait à une structure qui a comme modus operandi la QVT. Il faut plusieurs années dans des grosses structures pour instiller ça au cœur de toutes les fonctions managériales. Puis un dossier de 70 pages, donc. Avec les annexes. Ça, c'est quoi? Non, c'était pour la plaisanterie, pour redire que c'était 70 pages, mais en tout cas, c'est qu'il y a eu une réflexion, encore une fois, certainement une co-construction, et de se dire dans quel sens on va. Et au fur et à mesure, Claude parlait tout à l'heure de pérennisation de la démarche, et au fil de l'eau, oui, il y a des sujets qui peuvent prendre le pas sur d'autres. Encore une fois, la démarche, j'invite tout le monde à aller voir cette fleur QVT, et je reviens là-dessus parce que vous venez d'évoquer
qualité le travail. La qualité de vie au travail, c'est bien ça, c'est aussi venir évoquer ce qui se passe dans son travail, hein, comment je fais. Vous avez un peu parlé de productivité, alors la démarche qualité de vie au travail, pourquoi améliorer les conditions de travail? Ben, c'est aussi pour améliorer la performance entière de la structure. On sait que si on améliore les conditions du travail, il y a des chances que derrière, le résultat du travail soit meilleur et donc que ce soit chez vous les usagers, chez vous vos clients, agents ou clients collectivités, et la même chose dans une entreprise privée, on y arrive. Est-ce que c'est ça les enjeux pour vous aujourd'hui? Est-ce que c'est uniquement l'amélioration des conditions de travail et améliorer la qualité du travail, donc le travail, ou derrière il y a aussi cette visée plus large et plus qui n'est pas cachée, mais qui est en tout cas plus à long terme, on va dire, ou en tout cas plus en... Oui, au CDG, elle n'est pas du tout cachée, hein, puisque toute l'année 2020, pour reprendre ce que disait Vincent, c'est ça, de la possession, on a travaillé sur notre projet d'établissement sans jamais l'appeler projet d'établissement. C'est-à-dire qu'on a systématiquement travaillé sur le sens, sur le pourquoi, sur pour qui et sur comment, avant de dire on construit un projet d'établissement. Je suis assez d'accord avec Vincent pour dire que finalement, on fait parfois plus grand quand on n'emploie pas ce genre de termes qui peuvent aussi faire peur, comme les démarches, etc. Et dès le début, la satisfaction des clients a été le pourquoi, le pourquoi général, en fait, hein, pour l'ensemble des agents du CDG. Et c'est pour ça qu'on a mis nos agents comme clients, parce que c'était aussi la question de leur satisfaction au travail dont il serait question pour plus tard, et donc pour maintenant. Le fait pour le CDG de pouvoir et de vouloir surtout mieux répondre aux besoins des adhérents, à leurs attentes, les anticiper, etc., c'est un besoin qui a été identifié par l'ensemble. Et donc, au final, se dire mieux travailler à destination de nos clients, ça c'est notre objectif à tous. Et comment, par contre, l'employeur CDG s'organise pour mieux répondre à la satisfaction ou à la qualité de vie au travail de ses agents est un moyen de parvenir à cet objectif final de satisfaction des adhérents. Comme disait Vincent tout à l'heure, les acteurs premiers de la réponse aux adhérents, ce sont les agents. Et si eux ne comprennent pas ce qu'ils font, ne trouvent pas de sens à ce qu'ils font, ou ne travaillent pas dans des conditions de travail qui soient favorables à ce qu'ils recherchent, leur motivation va s'effriter de notre point de vue, et leur implication dans le travail tout autant. Et une qualité de travail, une qualité de réponse aux besoins des clients ne peut pas être optimale si on ne porte pas une attention particulière à la qualité de vie au travail de nos propres agents. Donc pour nous, c'était effectivement, avant les questions de santé que vous évoquiez, Elvire, ou les questions de sécurité, il s'agissait avant tout d'une question de culture, d'une question d'organisation et d'une question de méthode. Ça dépasse effectivement la seule sécurité ou la seule règle normative du code du travail ou de ceci ou de cela. Claude, tu veux rajouter quelque chose sur ce point? Mais peut-être parce que du coup, autant toi que Vincent, on est rentré vraiment dans le concret, et forcément par les exemples. Et ça m'amène toujours à cette pensée-là, c'est que c'est, au travers de ce que vous dites, c'est peut-être de positionner la démarche, même si on n'aime pas trop le terme démarche, mais la QVT. Quel est son objectif au final? C'est quand même de pouvoir, comme on le disait tout à l'heure, concilier donc l'amélioration des conditions de travail et la performance globale. Mais surtout, c'est que cette démarche-là,
ce modèle-là, il permet aussi d'accompagner ou de conduire le changement des organisations. Et par rapport à l'exemple de tout à l'heure, dont parlait tout à l'heure Vincent, qui se déroule au niveau du CCAS, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il disait déjà, donc il employait des termes un peu techniques, upgrader via l'intelligence artificielle, peut-être d'augmenter la performance productive, ainsi de suite. On voit bien que ce changement-là, si on ne l'appréhende pas avec toutes les logiques qui peuvent y avoir autour de ce changement d'organisation du travail, si ce n'est pas accompagné, et la démarche QVT, je trouve qu'elle a tout son sens là, eh bien, on pourrait avoir des impacts négatifs sur la santé au travail des agents et une contre-performance d'un point de vue économique. Et donc, du coup, le bien fondé de cette démarche-là, pour moi, c'est d'accompagner le mouvement en donnant la parole à toutes les parties. Et c'est comme ça qu'on peut passer du dialogue social au dialogue professionnel, où on va parler à partir de la réalité du travail, ou du travail réel. Et c'est ça qui est intéressant dans cette démarche-là, c'est que, pour le coup, on n'est pas que dans le prescrit. On vient chercher ce que l'opérateur doit gérer au quotidien, comment il doit articuler des logiques qui lui échappent des fois, pour qu'il puisse faire un travail de bonne qualité pour lui. Et on s'aperçoit de fait que s'il fait un travail de qualité, donc pour lui, selon sa perception, alors il aura le sentiment de qualité du travail et ça pourra répondre, ou quelque part, ça sera sous-tendu par une bonne organisation du travail, celle dont parlait tout à l'heure Vincent, qui concilie dans la conduite du changement ce qu'on appelle le travail soutenable et la performance durable. Donc, du coup, simplement pour reprendre un petit pas de côté c'est ça l'essence même, je pense, de cette démarche-là, la QVT. Elle permet d'accompagner le mouvement, de positionner ou de repositionner le travail réel au centre de la question du travail. On donne la parole aux opérateurs et on essaie avec eux de comprendre à partir de leur réel de travail quelles sont leurs contraintes, leurs régulations et d'anticiper ce qu'ils vont devoir gérer si on ne le fait pas. Voilà, simplement, je voulais… Oui. Et Non, de fait… Vas-y, termine, je t'en prie. Non, mais et de fait, si on arrive quelque part à articuler dans le compromis toutes ces logiques-là, on apportera à nos collègues des conditions de travail, des conditions de vie au travail qui, derrière, soutiendront la motivation, feront accroître quelque part la notion d'appartenance, le sens du travail, et ainsi de suite. Tout ce qu'on peut rechercher au travers de cette démarche-là, ça sera pour moi amplifié, augmenté, voilà, simplement. Oui, je voulais juste te dire, peut-être pour illustrer le propos au regard de ce qu'on a vécu pendant la crise sanitaire et pendant le confinement, lorsqu'il s'est agi pour nous d'être en télétravail, confinés, avec par exemple la nécessité de prendre en compte le travail à la maison des enfants scolarisés. Être un employeur à ce moment-là et ne pas tenir compte de la difficulté pour un parent d'être en même temps au travail à la maison, tout en étant parent et garant du travail à l'école, enfin du travail de l'école à la maison de ses enfants, c'était bien évidemment ne pas prendre en compte le fait qu'à un moment donné, ça allait se confronter en fait dans l'emploi du temps de nos agents et porter atteinte à leur liberté d'action aussi, parce qu'on sait bien que la confrontation, par moment, elle nous oblige à arbitrer et les libérer sur, par exemple, cet aspect-là pendant le confinement en disant on est conscient qu'il y a la nécessité de prendre en compte le travail à la maison de vos enfants pour les parents scolarisés, etc. Et c'est vrai que du coup, à cette période-là, tout le monde, par exemple, a volontairement partagé l'âge de ses enfants, les classes, est-ce que j'étais toute seule, pas toute seule, mon mari est là, pas là, etc., travaille pas, enfin bref. Finalement, on est apte aussi à partager plein de données qui sont des données personnelles et que souvent on n'a pas envie de partager, pour se dire comment on concilie tout ça avec notre temps de travail. Et c'est vrai que ça,
un élément sur lequel nous avons porté toute notre attention pendant le confinement parce que on n'avait pas envie d'avoir des agents complètement saturés par je ne sais pas comment faire pour aider mon enfant qui a besoin de moi et qui est dans une petite classe, par exemple, et qui n'est pas forcément autonome à l'école, et en même temps être au travail. Donc là, il y a eu un effort de solidarité entre tous, entre moi, c'est bon, mon enfant, il est autonome, je vais prendre ton relais, etc. C'était vraiment intéressant. Merci Vincent. Vous voulez rajouter quelque chose? Ouais, alors il y aura toujours quelque chose à rajouter, je pense. Mais si ça me semblait, je suis d'accord avec Claude, de toute façon, on a toujours été d'accord. Mais moi, juste pour bien insister, surtout pour ceux qui n'auraient pas encore mis le pied à l'étrier sur cette démarche-là, d'être vigilant, de ne pas interpréter ce que j'ai pu dire. J'ai parlé de lancer des petites actions, mais encore une fois, il faut absolument qu'il y ait une démarche globale, comme réévoqué, pour la simple et bonne raison que sinon, on est vite dans des suggestions paradoxales. C'est-à-dire qu'on va avoir une démarche qui peut entrer dans le cadre de la QVT, par exemple, en ouvrant le dialogue sur le travail auprès des agents, mais que dans d'autres secteurs, on ne va pas avoir de prise en compte des situations difficiles, dégradées. Et donc, les agents, au bout d'un moment, peuvent être un petit peu pris entre deux feux, OK, on m'annonce qu'on veut travailler sur ma qualité de vie au travail, puis par ailleurs, il y a des comportements qui démontrent le contraire. C'est un peu la même idée qu'aujourd'hui, il y a des mots qui sont un peu à la mode, comme le terme de résilience. Il n'existerait pas ce mot si on était réellement résilient, par définition. Notre capacité à s'adapter à un contexte, si on était si bon que ça, on en parlerait peu. Donc, malgré tout, il faut être vigilant aussi sur le fait qu'il y a des profils qui sortent de leur zone de confort assez facilement. Il y a des structures qui le font assez facilement. Et bon, là, on ne va pas comparer une start-up et une collectivité territoriale, mais c'est un peu l'idée. Et que donc, il y a autant de méthodes de QVT qu'il y a de structures. Exactement. Voilà. Et donc, c'est toujours compliqué pour les gens qui veulent se lancer parce qu'ils veulent absolument, entre guillemets, benchmarker, c'est le mot qui me vient, donc excusez-moi, des démarches par ailleurs. Et ce n'est pas forcément adapté au contexte. Alors, c'est en ça que je vous remercie encore une fois pour vos témoignages, parce qu'on voit bien les différences, que ce soit dans la façon de l'avoir mis en place, dans la façon de la mener aussi. Moi, ce que j'entends quand même, c'est finalement l'expression des uns des autres sur le travail, et en particulier par rapport à ces contraintes et ces ressources. Qu'est-ce que toi, tu dirais comment tu ferais ton travail pour le faire de la meilleure façon et de la qualité qui serait idéale? Moi, c'est ce que j'entends, et pour être honnête, c'est aussi ce que je pousse. C'est que chacun ait la possibilité, dans la mesure et dans un cadre bien défini à l'avance, parce qu'il ne s'agit pas d'espace de revendication. Pour ça, il y a déjà des structures des partenaires qui existent de chaque structure, des instances qui existent. Merci Claude. Donc, il ne s'agit pas de revendication, mais par rapport à un cadre défini et encore une fois par rapport à des règles de prise de parole, par exemple, s'il s'agit d'un groupe de travail ou s'il s'agit encore une fois d'espaces d'expression, c'est comment faire au mieux pour qu'on marche tous ensemble dans le même sens. Et toi, comment tu ferais par rapport au travail, toi qui connais ton travail que tu fais tous les jours, comment tu ferais ça? Moi, c'est un peu comme ça que je synthétiserais. Est-ce que c'est un petit peu exagéré ou c'est ça aussi pour vous? Non, c'est clairement ça pour nous aussi. Et la question de la cohérence entre le décrété, entre guillemets, c'est-à-dire ce qui sort de notre bouche ou de notre papier quand on écrit, puisqu'on a une culture écrite quand même dans les collectivités, et ce qui se constate dans les faits est une préoccupation de tous les instants et de tous les jours. Il ne s'agit pas juste de dire on est favorable à la qualité de vie et d'adopter ou une organisation ou un phénomène de culture ou des méthodes
contradictoire, ça c'est évident. Et nous, ce qui nous a vraiment marqué chez nous, c'est une forme d'unanimité finalement sur ce que les agents souhaitaient pour leur établissement et leur outil de travail, en disant on veut tous questionner la même chose, on veut tous partager ce qui fonde en fait cet espace où on passe 8 heures par jour, et on veut tous comprendre le travail de l'autre pour interroger le nôtre. Donc ça, c'était vraiment quelque chose d'unanime chez nous, je trouve. Merci. Et moi, j'ai peut-être rajouté quelque chose, ou Claude? Non, mais on en est où là au niveau du temps? On arrive à 1 heure? Il reste une petite heure et j'avais encore une question, mais vas-y. Non, mais vous y posez non, parce que globalement, ce qui a été dit autant par Françoise, encore une fois, que Vincent, ça se rejoint. Donc, je ne vais pas non plus faire la redite. Je pose ta question. Non, je voulais juste préciser aussi par rapport aux acteurs que c'est bien tous les acteurs, et là particulièrement, on a beaucoup entendu parler par exemple des managers, mais Vincent l'a redit aussi, avec des personnalités des fois qu'il faut un peu aller chercher, ou des services qui sont un peu mis à l'écart parce qu'on suppose qu'il n'y a plus rien à faire en termes d'amélioration des conditions de travail. J'imagine ce que ça peut être. Donc c'est vraiment tous les acteurs qui doivent pouvoir s'exprimer. C'est pareil. Vas-y. Je voulais faire une phrase. Je te donne la parole si tu veux bien. J'ai juste une phrase sur pareil. Alors je me place pas du tout en termes de conseils, mais on a souvent l'idée de vouloir faire des expérimentations, surtout sur le questionnement du travail, là où ça va pas bien. Moi, j'encouragerais tout le monde à commencer là où ça va bien. Parce que non seulement il y a déjà des choses à améliorer, mais en plus, on a la certitude, en tout cas une quasi-certitude, qu'on ne va pas se heurter aux plus grosses difficultés. Et donc, pour ceux qui veulent lancer des démarches, c'est de ne pas s'attaquer forcément aux plus grosses difficultés immédiatement, quoi. Et c'est ce que tu disais, c'est des petits pas, c'est pour ça qu'il faut pas. Enfin, moi je suis assez d'accord sur le fait des petits pas, c'est-à-dire que des fois en changeant peu de choses, et aussi pour reprendre ce que tu disais tout à l'heure en off, quand tu disais des fois on croit amener une solution et en fait on va dégrader sans s'en apercevoir autour. Le petit pas et l'expérimentation, l'évaluation embarquée, si on peut l'appeler comme on veut, l'expérimentation qu'on a mise en place, on la met à une petite échelle, on voit ce que ça fait, on teste, on évalue, et éventuellement on la déploie de façon un peu plus large. Et puis effectivement, ce que dit Vincent, c'est aussi d'aller voir ce qui se passe bien ailleurs, et d'où encore une fois l'intérêt des espaces de discussion, de mise en débat sur le travail, parce que chez l'autre, il y a toujours quelque chose qui peut aider celui qui est à côté, parce que moi je fais autrement et ça fonctionne bien, moi ça m'intéresse, et si moi je faisais comme toi chez moi dans mon service ou dans mon travail, et voilà, c'est ça, c'est donc aussi s'appuyer sur ce qui peut faire ressources, et sur ce qui est positif. Et d'ailleurs, nous qui menons des démarches au sein de la RAT, on se focalise aussi sur ce qui est existant et qui est à valoriser, parce qu'on fait tous un peu de la QVT sans le savoir. J'aime bien cette formule un peu reprise là, mais voilà, on fait de la QVT sans le savoir, et mettre en place une démarche QVT, c'est pas. Alors certes, il faut du temps, mais ça ne doit pas faire peur. Et justement, ça, c'était peut-être un peu une question que je voulais vous poser. Une collectivité qui hésite ou qui trouve qu'elle n'est pas du tout, elle ne se sent pas du tout de commencer, ou elle ne s'était pas posé la question, ou je m'étais posé la question, mais je ne suis pas sûre. Qu'est-ce que vous diriez à une collectivité qui sera un peu hésitante? Alors, je vais même un peu plus largement, s'il y a des hors collectivité, une structure aujourd'hui où il y a du travail dedans, j'hésite, qu'est-ce que vous lui diriez pour qu'elle se lance, pour la rassurer? Claude, tu veux bien prendre la parole là-dessus en anticipation de demain? Très sincèrement, déjà, je ne pourrais que l'encourager. Déjà, il y aurait une espèce de premier, pas travail, mais une approche à faire au niveau de la collectivité pour qualifier ce qui se cache derrière la QVT, parce que je pense qu'à un moment donné, c'est peut-être aussi le terme qui fait peur, ou je ne sais pas ce qui peut se passer au niveau de l'imaginaire, mais de la compréhension de nos partenaires. Donc, il faut qu'on définisse un vocabulaire et puis relativiser sur la mise en place d'une telle démarche. Je reprends tout à fait
le terme petit pas, il faut être ambitieux dans la vision globale, mais aussi prudent dans les étapes qu'il faut placer les unes après les autres. De souligner encore une fois que cette démarche-là, elle est… Et on en fait au quotidien de la QVT. Le problème, c'est qu'on ne le voit pas ou on ne le voit plus. Donc, c'est aussi de rendre visible ce qu'on ne voit pas ou plus. Donc, c'est de mettre des mots aussi sur ce qui fait QVT. Et puis, c'est aussi mettre des moyens et des actions sur ce qui va pouvoir faire QVT durablement. Et donc, cette espèce de… c'est pas un changement de regard, mais c'est un regard élargi sur ce qui peut faire QVT, ce qui surtout ne fait plus QVT, et à savoir derrière qu'il y ait ce délitement de l'engagement de l'agent qui ne se reconnaît plus, qui n'a plus d'identité professionnelle. De fait, les structures et le collectif de travail, ils seront dans une contre-performance et au fond, on aura tout perdu. Alors qu'à l'inverse, la QVT peut permettre de tout gagner. Il y a un mélange, il y a une nouvelle culture sur le travail, auprès des agents, auprès des managers, auprès de l'organisateur du travail. Et moi, ça, je trouve ça essentiel. Et on rejoint un petit peu la philosophie de l'ergonomie des organisations du travail, hein, très sincèrement. Et dès lors que l'organisation du travail, elle est bien pensée avec les agents aussi, ce n'est pas que le prescripteur. Et c'est là où on voit que, au fond, les logiciels des organisations, ils ont changé. Avant, souvent, on dit, ouais, on est toujours dans le néo-taylorisme. Ou c'est un néo-taylorisme. Non, mais aujourd'hui, on est même ailleurs. Et si on reprend même l'esprit de la loi de transformation de la fonction publique, qui prépare le 21e siècle, elle dit quoi, au fond? C'est qu'aujourd'hui, il faut accompagner le changement. Et parmi tous les axes qu'on peut retrouver dans cette loi de transformation de la fonction publique, eh bien, on fait un petit peu l'ouverture sur la démarche QVT, qu'elle va pouvoir accompagner le changement parce qu'on souhaite déployer ou mettre les agents territoriaux, les agents publics, pardon, dans les meilleures conditions possibles pour qu'ils puissent se réaliser et délivrer un service public de qualité. Donc, très sincèrement, j'encouragerai toutes les collectivités, alors bien évidemment, à se lancer dans la démarche. J'inviterai les collectivités, puisqu'on va s'expérimenter, nous, en premier, à venir vers le CDG dans un second temps, pour qu'on puisse envisager un accompagnement avec, voilà, donc dans un temps pas décalé, parce qu'on a voulu, coûte que coûte, et Françoise, elle a vu juste là-dessus aussi, c'est que qu'on puisse, non pas essuyer les plates, c'est pas ça, mais quelque part s'éprouver sur ce changement et la mise en place de cette démarche-là au sein du centre de gestion, bien sûr pour satisfaire nos agents et puis soutenir un service public de qualité, mais surtout c'est aussi protocoliser, et puis une fois qu'on aura pris un peu plus d'épaisseur sur les tenants et les aboutissants, on pourra accompagner les collectivités dans cette requalification de ce qu'est la QVT, comment l'engager, toutes les étapes qui vont s'enchaîner les unes après les autres, les accompagner sur l'expérimentation, j'en passe des meilleurs, et faire en sorte, au fond, que ce soit tout le département qui se déplace, donc que toutes les collectivités, pour parler que de la territoriale, qui se déplacent parce que ça n'aurait échappé à personne, ça vient soutenir d'autres enjeux de territoire, voilà, beaucoup plus peut-être politiques, mais il empêche, ou alors en tout cas que notre gouvernance ou nos gouvernances politiques ont à l'œil, et nous, on doit participer quelque part à apporter des solutions. Et je pense que la QVT, ce regard qui est élargi sur comment travailler ensemble et faire en sorte que dans le travail ensemble, on co-construise un travail ensemble, ça va pouvoir satisfaire des enjeux de territoire. Et le premier, c'est la santé des agents publics, mais par répercussion, tous les agents, puisque le secteur privé en fait tout autant. Et puis, on pourrait satisfaire aussi un enjeu économique. Voilà, donc je sais qu'on a dépassé un petit peu le temps, donc je me tais. Non, il n'y a pas de souci. Claude, demain, vous êtes une collectivité pleine d'ambition et avec des grands projets, parce que de toute façon, même si vous ne les souhaitez pas, vous en aurez quand même. Vous mettez en place une démarche de qualité de vie au travail avec vos agents, pour vos agents et pour vos usagers ou pour vos adhérents, pour pouvoir amorcer, anticiper les changements au mieux
en anticipant encore une fois ce qui peut nous arriver, ce qui peut vous arriver. Et puis Vincent me soufflait discrètement à l'oreille quelque chose qui va peut-être me répéter tout haut, parce que tu as parlé de la santé publique des agents et plus largement de la santé des entreprises, enfin des salariés du secteur privé. Et Vincent me disait… Oui, non, il parlait d'enjeux sociétaux. Il y a un enjeu de santé publique aussi, de toute façon. Donc, disons que, par exemple, là, on parlait de RSE, bon, ce qu'on appelle, même s'il peut être galvaudé, peu importe, là, je ne suis pas dans le politique, mais le bien-être citoyen. Bon, les citoyens sont aussi des salariés. Donc, et comme ça a été dit, on passe la grande majorité de notre vie dans nos activités professionnelles. Donc, si nos lieux d'activité, nos activités professionnelles, à défaut de favoriser la santé, ne la dégradent pas, on fera déjà un grand pas aussi pour d'un point de vue santé publique. Si je peux, par rapport à la question de départ sur l'encouragement, Claude a évoqué la loi de transformation de la fonction publique. Ça reste une contingence. Si on regarde un petit peu les rapports santé, c'est-à-dire on a fini normalement le plan santé au travail 3, donc on aurait dû avoir le 4 qui devait sortir en mars, qui va arriver. Quand on regarde les 10 orientations qui sortent du rapport Lecoq, on se rend bien compte qu'il y a une grande convergence entre les problématiques de santé et les problématiques d'organisation, et une problématique qui est plus notre propre guerre de chapelle, qui va être de positionner les acteurs de santé au travail comme tels. C'est-à-dire, il y a dans nos fonctions à nous, elles ont évolué un petit peu, et aujourd'hui, il y a un autre dimensionnement de ces fonctions-là. Donc tout ça, ça va participer à amener les directions ou les directions générales qui ne sont pas forcément spontanément, on va dire, volontaires. Et bien voilà, la littérature autour de nous, elle commence à être assez riche sur le fait qu'il faut renouveler un petit peu nos modes de fonctionnement et de relations au travail. Et juste pour clôturer, alors c'est une statistique qui doit déjà avoir 1 an ou 2, je crois, Claude, tu me confirmeras peut-être. Il me semblait qu'à l'horizon 2026, donc ça a 2 ans, on allait mettre plus de 50% des fonctionnaires actuels à la retraite. Donc on a eu un gros volume de fonctionnaires qui sont rentrés dans les années 80 voilà, et qui vont partir. Donc on va avoir un énorme renouvellement des effectifs en collectivité dans les 10 ans qui viennent. Et comme je l'ai entendu ce matin, je pense qu'au-delà de travailler pour nous immédiatement, il faut absolument qu'on travaille pour ceux qui vont intégrer nos structures dans les années qui viennent et qui ne seront pas formatés comme nous, on l'a été dans notre conception vis-à-vis du travail. Et donc, si on n'est pas capable, c'est déjà vrai dans le privé, dans certaines structures. Et moi, j'ai des collègues, très honnêtement, des gens qui ont passé leur concours, qui sont assez déçus de ce qu'on leur offre en collectivité et qui n'ont pas de scrupule à évoquer le fait de quitter la fonction publique. C'est quelque chose qui était beaucoup moins vrai il y a quelques années. Voilà. Et donc, il y a des forces vives qu'on peut être amené à perdre. Et voilà, la boucle est bouclée sur la qualité du service. Parce que si on devait encore rajouter une couche, on a une exigence aujourd'hui du citoyen vis-à-vis de l'institutionnel qui, lui, aujourd'hui, se positionne comme client, clairement. Et donc, a des attentes. Et pour compléter cette vue du citoyen, c'est aussi une transition culturelle, à mon avis, que les collectivités doivent prendre. C'est le passage finalement de la carrière de grade à la carrière de métier, puisque la culture territoriale aujourd'hui, elle devient davantage une culture de métier, là où auparavant, quand on entrait dans la fonction publique, on entrait… poser la question à un agent et dites-lui à la réunion c'est quoi ton métier, il vous répond fonctionnaire. Alors qu'en soi, fonctionnaire, ce n'est pas un métier, et on sait que les métiers de demain ne s'exercent pas encore aujourd'hui.
Ça sera vrai dans la territoriale comme ça sera vrai dans le privé, au regard des indicateurs dont viennent de parler Vincent et Claude. Et du coup, l'organisation du travail passe aussi par cette transition culturelle, en fait. Aujourd'hui, on a vraiment un alignement des planètes qui permet déjà, c'est l'intégration dans les organisations du travail de cette démarche-là, la QVT. Et du coup, ça va nous permettre, parce que j'en suis convaincu en tout cas, conscient, pardon, de l'intérêt de ce nouveau regard et pleinement persuadé que ça portera ses fruits autant donc, sur la sphère professionnelle que donc, domestique ou de la cité. Et c'est pour revenir sur cette frange ou cette notion de perméabilité. Il y a vraiment une forte perméabilité entre les deux secteurs privé et public. Et au fond, si on arrive à proposer un lieu de sublimation, mais surtout de prise de plaisir, qui est le travail, on devrait participer à avoir des citoyens pleinement bien plantés dans leur basket. Et au fond, avec un territoire donc beaucoup plus dynamique. Voilà, c'est simplement ça. Je veux dire un petit peu par rapport à ce que proposait tout à l'heure Vincent. Merci pour cette note positive sur la sublimation du travail et en espérant que ce soit entendu par tout le monde. En tout cas, pour peut-être conclure, ce qu'on entend bien, c'est qu'il y a des enjeux, que ce soit sociétaux, des enjeux évidemment financiers pour en partie, des enjeux de travail, des enjeux de performance, etc. On voit bien qu'il y a les démarches de qualité de vie au travail, quand elles sont menées de la façon dont vous les avez décrites, elles ont des chances de permettre tous ces changements qui sont prévus parfois un peu moins comme là la crise sanitaire et la mise en place du télétravail et ce qui va se passer derrière avec, on voit bien les modes de travail qui évoluent, on va sur de l'hybride. Donc merci pour les témoignages. Je vous laisse un petit mot de conclusion si vous souhaitez prendre la parole. Françoise, peut-être un petit mot de conclusion? Non, je pense qu'on a dit beaucoup de choses et vous avez raison, on revient vers vous. Enfin, les collectivités reviennent vers vous dans quelques semaines. Voilà, exactement. Au regard de ce que Claude disait tout à l'heure, si on peut apporter notre éclairage, si on peut apporter notre expérience, si on peut apporter notre accompagnement, ne pas hésiter à nous interpeller sur la question. Parfait. Je vous aurais posé la question sur la communication, mais on a déjà un petit peu débordé, donc à savoir, est-ce que vous allez communiquer vers l'extérieur sur ces démarches QVT, est-ce que c'est un apport, mais on aura l'occasion peut-être d'en reparler. Et puis la même chose peut-être pour Vincent, un petit mot de conclusion. Et je rappelle que tout à l'heure, vous avez lancé la perche pour d'autres collectivités, parce que vous êtes sur des sujets qui peuvent intéresser d'autres collectivités. Donc la même chose, tournez-vous vers des personnes qui vous ont apporté un éclairage aujourd'hui. Oui, moi je ne fais pas de différence. Claude, on se fréquente un petit peu, donc le sait. C'est-à-dire que moi, il est absolument vital aussi qu'on entretienne les réseaux tout confondus. On a tous à échanger, partager. Et puis, si on veut que cette culture elle devienne un peu homogène, il faut aussi qu'on échange entre nous. Donc, voilà, j'ai toujours le souhait. Et j'avais même participé à des travaux de la CGPME. C'est pour les petites entreprises, mais Atmosphère, là, qui a quelques années déjà. Moi, j'avais participé parce que ça me semble important qu'on arrive à avoir un discours cohérent. Puis voilà. Voilà. Peut-être aussi, puisqu'il tend une perche, en règle générale, on a tendance à organiser ou à proposer très souvent la création de réseaux. Donc, on a le réseau des DRH, on a le réseau des référents handicap, on a le réseau des assistants de prévention. Il y avait de mémoire le réseau des secrétaires du CHSCT. Peut-être qu'incessamment sous peu viendra le temps de créer le réseau QVT, parce que même si il y a de la prévention, il y a de la compensation,
c'est beaucoup plus élargi et ça serait intéressant de pouvoir intégrer des logiques totalement différentes mais convergentes sur la question du travail. Et je profite que ma directrice générale des services soit là, éventuellement. Pourquoi pas, dans un futur, de se projeter, de proposer ça aux collectivités, parce que ce serait un moyen déjà d'acculturer les collectivités et à proposer ou pas nos services, c'est pas là le sujet forcément, mais en tout cas à participer à un mouvement de territoire. Et voilà, je pense que Vincent serait une belle personne aussi à intégrer dans ce type d'instance, Ben, moi, je vais vous laisser, démarche et instance. je vais vous laisser mettre en débat cette possibilité, éventuellement d'expérimenter après validation des parties prenantes. Merci en tout cas à vous pour ce témoignage qui, j'espère, a été riche pour ceux qui nous ont écoutés. Et puis, n'hésitez pas, alors je pense qu'il sera proposé en replay, mais n'hésitez pas à aller sur le site de l'anact.fr pour retrouver tout un tas de ressources, et en particulier le guide de la qualité de vie au travail, outils et méthodes pour conduire une démarche QVT, qui a été réalisé par DGAFP et l'ANACT. Donc à retrouver sur anact.fr. Et puis on n'est qu'à la première journée de notre semaine de qualité de vie au travail. Donc allez voir le programme pour les autres jours, que ce soit sur le référent handicap, sur l'égalité pro, enfin tous ceux dont on a parlé un peu entre deux aujourd'hui. Égalité pro, mais aussi nous aussi on a un réseau d'intervenants en prévention des risques. Et y compris RPS, tout ça c'est pour jeudi, vendredi, mercredi, un petit peu tous les jours, donc n'hésitez pas à aller voir cela. Merci en tout cas, merci beaucoup. Merci. Moi, Au revoir. Merci Pierre, à très vite. Pour la démarche et puis à bientôt pour le séminaire. Donc. À très vite. Au revoir à tout le monde. Il n'y avait pas de questions, hein? Non, pardon. Non, pas de questions. Ah, attendez, peut-être une question. Excusez-moi. Pas de questions. Pas de questions. Nos chers spectateurs, téléspectateurs. Non, merci pour ces échanges. Eh ben, merci à vous de nous avoir écoutés, puis on se retrouve bientôt. Bonne fin de journée. Au revoir.